D'où l'utilité du dialogue. Écouter l'autre. Parce que nous ne pouvons dire qu'il a toujours raison et raison sur tout. Non, nous ne connaissons pas et pas tout, malheureusement. Nous avons eu la sagesse d'avoir prévu la limitation des mandats. Parce que la tentation est toujours forte quand on arrive au pouvoir, que ceux qui vous entourent vous rappellent que vous êtes le meilleur, sans vous le pays ne peut pas survivre, et on est tenté d'être toujours candidat, alors qu'il y a de nouvelles générations qu'on peut essayer de promouvoir et accompagner de ces conseils pour continuer l'œuvre et entreprise. On n'a pas cette humilité pour se dire qu'on n'est pas indispensable, qu'on peut accompagner les jeunes ayant la même préoccupation que nous, étant dans le parti que nous pouvons soutenir, parce que ce n'est pas mon projet qu'on met en œuvre, c'est le projet du parti auquel nous appartenons qu'il essaie de mettre en œuvre. Nous sommes au parti. Le président Kérékou est revenu, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Le président Iboni est venu, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Le président Talon est arrivé, il a fait ses 2 mandats, il va partir comme lui-même le dit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Frey. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt un entretien captivant diffusé sur l'émission Icône de Speedline TV. Une émission dans laquelle j'ai eu le privilège d'écouter l'un des acteurs clés de la Conférence nationale des forces vives de la nation, un événement majeur qui s'est déroulé du 19 au 28 février 1990 à l'hôtel PLM à Lédio à Cotonou. Monsieur Théodore Olo, juriste, professeur d'université, plusieurs fois ministre de la République, membre du présidium de la Conférence nationale des forces vives de la nation, revient sur son parcours exceptionnel et sur les étapes marquantes qui ont façonné la démocratie béninoise. Au fil de cet entretien, il nous livre des témoignages poignants sur l'histoire de notre pays, les coups d'État qui ont marqué l'histoire politique de notre pays, la quête pour la stabilité et les avancées démocratiques. Une analyse fascinante de l'évolution du Bénin depuis son indépendance en 1960 jusqu'à l'instauration de la démocratie, un modèle fondé sur le dialogue et l'alternance pacifique au pouvoir. À travers cette vidéo, je vous invite à suivre un extrait de cet entretien et je reviens partager mes impressions avec vous. Merci de vous asseoir confortablement et de suivre ceci. Je crois que je suis un simple citoyen qui a eu la chance d'avoir eu des opportunités pour servir la République. Ce qui a projeté les lumières du pays sur ma modeste personne. Je suis né, comme vous l'avez dit tantôt, à Port-Nouveau. Mes parents sont originaires d'Abomey, mais ils sont installés à Port-Nouveau. Je suis resté à Port-Nouveau de 1948 jusqu'à 1968, l'année de mon baccalauréat, et puis après je suis allé à l'étranger pour mes études universitaires. D'abord 3 ans à Brazzaville en 68, de 68 à 71, parce que Dakar, après les grèves de mai 68 en France, était fermé. Ma 3e année, quand je l'ai terminée à Brazzaville, je suis allé à Orléans pour faire la 4e année pour la licence en droit, puisque la licence se faisait en 4 ans à l'époque. Et ensuite, après la licence, je suis allé à Paris, où je suis inscrit d'abord à l'Institut international d'administration publique et en même temps à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour préparer un diplôme d'études supérieures en droit public international et ensuite un diplôme d'études supérieures en droit public interne. À la suite de cela, j'ai préparé mon doctorat d'État que j'aurais dû soutenir en 1977. Mais en temps, comme ma thèse portait sur le régime militaire, il y a eu la loi fondamentale. Mon directeur de thèse a souhaité qu'on puisse également intégrer la loi fondamentale de 1977 à la thèse, ce qui a fait que j'ai continué les travaux de recherche pour soutenir ma thèse en février 1979 à Paris 1. Avec la mention très bien. Malgré les craintes des membres du jury que je sois inquiété au Bénin, je suis rentré immédiatement au mois de mars et au mois d'avril, j'ai commencé à enseigner à l'Université nationale du Bénin. En 85, je suis allé au concours d'agrégation, j'ai réussi major en droit public et sciences politiques. Je suis revenu comme directeur adjoint de l'ENESGIA, directeur adjoint de l'ENA, directeur de l'ENA. J'ai été à la Conférence nationale, comme vous l'avez dit. J'ai accompagné le président Seglo comme son porte-parole pendant la campagne.
Et une fois qu'il a été élu, il m'a appelé au gouvernement. Voilà en gros mon parcours. J'ai été de 91 à 93 ministre des Affaires étrangères. Ensuite, de 93 à 96, ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Et pendant 5 mois, en 1995, ministre de garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la législation. Oui, c'était déjà à la fin du mandat du président Soglo. Du président Soglo, le poste étant en vacant, il m'a confié cette responsabilité pendant 5 mois avant que Grace Dameda ne soit nommé à ce poste. Non, après cela, quand j'ai quitté le gouvernement, je suis revenu à l'université où j'ai mis en place la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, qui résultait d'une convention qui avait été signée en 95 entre le Bénin et l'UNESCO. Et il m'a été confié de mettre en place cette structure que j'ai eu à mettre en place, que j'ai dirigée jusqu'en 2008. Et en 2008, j'ai été nommé à la Cour constitutionnelle. Comme c'était incompatible d'assurer les deux fonctions, j'ai laissé la gestion de la chaire. Et en 2009, j'ai été élu président de la Haute Cour de justice. Mon mandat ayant été renouvelé en 2013 à la Cour constitutionnelle et mon doyen à la faculté de droit de Sorobin, dont le mandat à la Cour n'avait pas été renouvelé, cour dont il était le président de 2008 à 2013, j'ai été reconduit et j'ai été nommé par les collègues présidents de la Cour que j'ai dirigé de 2013 à 2018. Je dois rappeler que depuis 2018, je suis déjà à la retraite de 2013, j'étais déjà à la retraite de l'enseignement supérieur. En 2018, j'ai quitté la Cour constitutionnelle. Je ne suis plus dans la vie politique active. Je suis souvent appelé à l'étranger pour des colloques. Pendant 6 mois, en 2021, j'ai été recruté par les Nations Unies comme expert de la MINUSMA pour aider la transition au Mali en travaillant entre autres avec leur cour constitutionnelle et également la commission des lois de leur assemblée le conseil national de la transition qui est le parlement de transition. Donc voilà en gros mon parcours dans la vie liée à mes qualités d'universitaire, de juriste, indépendamment des actions que j'ai eu à mener en accompagnant souvent le président Soglo dans certaines réunions internationales. Par exemple, il m'a donné l'opportunité de rencontrer en Afrique du Sud le président Nelson Mandela. Je l'ai accompagné également à Maputo pour la création du Forum for Africa qui regroupe les anciens présidents de la République en Afrique, dont Chissano a été élu le président Soglo le vice-président et Nelson Mandela le président d'honneur. J'ai eu également l'occasion d'accompagner le président Yahi Boni en Guinée lorsqu'il a été désigné comme médiateur dans la crise en Guinée. Après le coup d'État, l'OIF m'a confié aussi des missions dont la rédaction de la Constitution de la Guinée en 2010, Constitution qui a été plus tard remplacée par celle de 2021 ou de 2020 et par mon ami et aîné Alpha Condé pour le permettre de faire un 3e mandat. J'ai dirigé des missions d'observation des élections aussi bien pour le compte de l'OIF que pour le compte de la CEDEAO. J'ai dirigé également après de Robert la conférence des juridictions constitutionnelles africaines qui regroupe les juridictions constitutionnelles de l'Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, qui avait été créée à Alger, dont le premier président est fils de Robert, et comme c'est le Bénin qui a été reconduit à la tête de cette de cette conférence, quand Robert n'était plus président et que ce mandat continuait, j'ai continué son mandat, et c'est comme ça que je suis devenu président de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines également. Nous avons travaillé au niveau du groupe de Kounou pour préparer la Convention nationale en concertation avec le groupe de cours de Djerengbe
d'Avrankou d'abord, qui est devenu plus tard le groupe de Djeregbé, qui regroupait les partis et les anciens présidents de la République Arouma Degbe, avec de chez nous, le président Zinsou, le président Maga, le Tevo Djere et le bâtonnier Keke, pour le compte de l'ancien PRD du président Souroubiga Apiti. Et nous avions estimé qu'il fallait saisir cette occasion de dialogue pour trouver une solution pacifique à la crise que nous connaissions à l'époque, aussi bien au plan social, politique qu'économique. Mais l'acceptation d'aller à la conférence nationale était conditionnée par le fait que cette conférence sera souveraine. Et nous avons eu la chance d'aller à cette conférence. J'ai été désigné par le groupe pour pouvoir siéger au sein de ce bureau avec Adalin Timothée, avec Francisco Barus, le groupe de Djeregbé avec comme des représentants éminents, Tevo Djere et Keke, entre autres, qui fut vice-président du bureau du Haut Conseil de la République. Et plus tard, ben, nous avions estimé qu'il fallait une personnalité neutre qui ne soit pas en concurrence avec les acteurs politiques pour diriger la conférence nationale. Et nous avions pensé à Monseigneur Sastre, qui, quand notre groupe a rencontré le clergé, ne serait pas présent au pays à cette occasion. Et c'est Monseigneur Desouza qui a été choisi. Et ça a été un très bon choix, puisque nous avons pu aller au bout de cette conférence. Ça, la souveraineté a été reconnue, les décisions ont été prises et progressivement mises en œuvre. Il y a une évaluation qui a été faite régulièrement, une nouvelle constitution a été adoptée et le Bénin, depuis 1991, connaît non seulement la stabilité, mais également l'alternance, à savoir que chaque président, d'abord, va au terme de son mandat. On peut être président en exercice, perdre des élections et quitter le pouvoir en paix. En 1991, le président Kirikou a été battu aux élections. Il est parti. En 1996, nous avons été battus avec le président Soglo. Nous sommes partis. Le président Kirikou est revenu, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Le président Iboni est venu, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Le président Talon est arrivé, il a fait ses 2 mandats, il va partir comme lui-même le dit. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que de 1960 à 1991, nous n'avions jamais connu la stabilité politique et aucun régime n'est allé au terme de son mandat. Il y a eu le régime de président Maga et Apiti de 60 à 65. C'était ce qui était prévu dans la constitution, mandat de 5 ans. En 63, ils ont été renversés par un coup d'État. Après l'intérim, il y a une nouvelle constitution de 64. Et il y a un nouveau régime. Apiti à Oumanegbe. De 64 à 69, mandat de 5 ans. En 65, coup d'État. Kongaku, président de l'Assemblée nationale, a assuré l'intérim pendant 30 jours, mais il a été renversé en 65. Le général Soglo sera renversé 2 ans après par les jeunes cadres de l'armée, les militaires qui font des coups d'État à leurs supérieurs. Instabilité. Après l'échec des élections de 67, le pouvoir a été confié au président Zinsou par les militaires pour un mandat de 5 ans, de 68 en principe à 73. En 69, le président Zinsou a été renversé par un coup d'État. Tentative d'élection, échec. On a installé un conseil présidentiel pour 6 ans. Maga devait faire de 1970, de mai 70 à mai 72, à Oumanegbe de mai 72 à 1974 et à Piti de 1974 à 1976 avant qu'on ne passe à de nouvelles élections. Maga a fait ce mandat de mai 70 à mai 72. Il a passé le témoin à Oumanegbe, qui est arrivé en mai 72, mais qui a été renversé par le coup d'État du 26 octobre 1972. Il n'est pas allé au terme du mandat et le conseil présidentiel n'est pas allé au terme du mandat.
il y a eu le gouvernement militaire révolutionnaire, ensuite il y a eu le Parti de la Révolution populaire du Bénin, avec la loi fondamentale de 1977. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le président Kérékou n'a pas fini son dernier mandat, qui a été interrompu par la conférence nationale. Donc, vous allez constater que de 60 à 91, aucun président n'est allé au terme de ce mandat. Depuis 1991, tous les présidents sont allés au terme de leur mandat. Il y a la stabilité. Et c'est la stabilité qui suscite l'intérêt des investisseurs pour votre pays, qui vous donne les moyens pour développer au plan économique, au plan politique, au plan social, votre pays. Et très souvent, on dit que là où le pouvoir ne peut pas être conquis par les unes, on est tenté d'y aller par la force ou de le conquérir par le fusil. Comme disait Mao Tse-tung, le pouvoir est au bout du fusil. Or, depuis 91, le pouvoir s'acquiert au fond des unes. C'est un avantage qui nous permet de montrer que le consensus dégagé à la conférence nationale, à la suite d'une réflexion commune, nous a créé les conditions d'une certaine stabilité. Chaque Béninois vit en paix, nous nous exprimons librement, nous organisons nos partis politiques, nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous recherchons tous le bien-être de notre pays et c'est le dialogue entre nous qui nous permet de trouver les points d'accord. Et nous avons la patience d'attendre. Celui qui est là, au bout de 5 ans, on ira encore devant les urnes. Si nous allons aux élections et qu'il perd, il s'en va. S'il gagne, il fait son dernier mandat, il s'en va et il y a un renouvellement. Je crois que cette réflexion est le fruit de la préparation et des leçons que nous avons tirées de notre passé lorsque nous sommes allés à la conférence nationale pour voir ce qui a bloqué. Nous avons constaté que dans les années, à partir de 1964, il y a eu le développement de la théorie développementaliste, à savoir que les pays africains, pour attraper le niveau de développement de leur pays, doivent avoir un parti unique, se mettre ensemble pour construire le pays. Nous l'avons expérimenté, puisque nous avons eu des partis uniques au Bénin. Le PDU, avec Apiti Maga, le PDD, avec Arumandegbe et Apiti, l'URD, l'Union pour le renouveau du Dahomey, avec le président Ezissou, et le PRPB, avec le président Mathieu Kérékou. Ben, ceci ne nous a pas permis de connaître le bien-être que nous avons aujourd'hui avec le pluralisme politique, de connaître également la liberté que nous avons, le développement des infrastructures que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça a été une réflexion qui aujourd'hui porte ses fruits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faiblesse dans ce qui a été fait à la conférence nationale. C'est pour cela qu'il est toujours bon d'évaluer, voir les aspects positifs, les aspects qu'il faut corriger. Par exemple, l'un des aspects à corriger, c'était le pluralisme politique intégral. Parce que nous ne nous connaissions pas et il était permis à tout le monde, dès qu'on a une idée, de faire un regroupement, de créer un parti politique. En oubliant que le parti politique est le regroupement d'hommes et de femmes autour d'un projet de société en vue de conquérir ou d'influencer l'exercice du pouvoir. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? En 91, le président Soglo a été soutenu par un groupe de partis politiques. Il n'avait pas de parti politique. Arrivé au pouvoir, il a essayé de regrouper ces différentes forces pour créer la renaissance du Bénin. Mais une fois qu'il est parti du pouvoir, ce parti a perdu de son rayonnement. Le président Kérékou est arrivé, on a sa partie, on a créé autour de lui l'Union pour le Bénin du futur. Pendant ces 2 mandats, ça a prospéré. Une fois qu'il est parti, ça a volé aux éclats. Le président Yahi Boni est arrivé, il a créé FCBE. Il n'a pas de parti politique non plus. Il a créé le FCBE, il est parti. On sait ce que c'est devenu. Le président Talon est arrivé, il n'a pas de parti politique. Or, la tendance suppose que le pouvoir passe à des partis politiques ayant des projets de société différents pour avoir le temps, la durée de la mise en œuvre du projet de société. Ce qui veut dire qu'on n'est pas lié à un individu, mais on est dans un parti politique. Le parti gagne les élections, avoir son candidat, gagne les élections,
met en œuvre ce projet. Même si le président en exercice disparaissait, parce que lui n'est immortel, le projet continue avec le parti politique. Même s'il n'y a pas des élections et que dans 10 ans, le parti revient, le projet est toujours mis en œuvre. Regardez aux États-Unis, ils ont plusieurs partis, mais il y a 2 grands partis politiques qui dominent la vie politique, les républicains et les démocrates. Il est vrai, au départ, c'était les démocrates, et puis après, il y a eu la branche des démocrates qui a été créée. En Grande-Bretagne, c'est généralement les conservateurs. Avant, c'était les libéraux. Maintenant, c'est les travaillistes. Bon, en Allemagne, c'est 3 ou 4 grands partis. En France, généralement, c'était 3 ou grands partis. Les républicains, les gaullistes, non, les 4. Les républicains, les socialistes, les communistes. Il est vrai, maintenant, il y a l'extrême droite qui arrive, mais il n'y a pas cet émiettement. Ce qui veut dire que cela fait partie également des insuffisances que nous avions. Nous avons eu la sagesse d'avoir prévu la limitation des mandats. Parce que la tentation est toujours forte quand on arrive au pouvoir, que ceux qui vous entourent vous rappellent que vous êtes le meilleur, sans vous le pays ne peut pas survivre, et on est tenté d'être toujours candidat, alors qu'il y a de nouvelles générations qu'on peut essayer de promouvoir et accompagner de ces conseils pour continuer l'œuvre et entreprise. On n'a pas cette humilité pour se dire qu'on n'est pas indispensable, qu'on peut accompagner les jeunes ayant la même préoccupation que nous, étant dans le parti, que nous pouvons soutenir, parce que ce n'est pas mon projet qu'on met en œuvre, c'est le projet du parti auquel nous appartenons qu'il essaie de mettre en œuvre. Je prends le cas d'un pays comme le Cameroun, qui n'a connu que 2 présidents de 60 ans à aujourd'hui. Vous avez un président qui est là depuis 42 ans, qui a 92 ans. Et qui est candidat à sa propre succession. Qu'on pousse à être candidat. En 1970, le PIB du Cameroun était plus élevé que le PIB de la Côte d'Ivoire. Allez à Yaoundé aujourd'hui, voyez l'état de délabrement de certaines voies. Allez à Douala, malgré les potentialités de ce pays. Est-ce que à 92 ans, alors que nos pays sont construits, on a encore la force, la capacité, la réflexion de maîtriser tous les aspects de la vie politique? Aujourd'hui, est-ce que le président assiste au conseil des ministres? J'ai le sentiment, d'après ce que j'apprends, que le président est souvent dans son village ou à Genève, et généralement les notes, c'est sur instruction de sa haute autorité, généralement du secrétaire général de la présidence, qui a fait de compte tire les ficelles, puisqu'il n'y a pas de réunion en tant que du conseil des ministres où il assiste. Nous avons évité ce sort pour notre pays. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous sommes tous intéressés par la paix et la stabilité des institutions dans notre pays. Et je suis heureux que les principaux acteurs politiques partagent ce point de vue. Je suis d'autant plus heureux que dans la Constitution révisée en 2019, même si on avait déjà dit en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président de la République, qu'on ait renforcé cela, qu'on ait précisé cela en disant en aucun cas nul de sa vie. Ce qui suppose que même si on change de constitution, on n'a pas changé et sa vie. Ainsi, l'alternance peut jouer. Nous pouvons découvrir d'autres talents qui seront au service de la République. Donc, c'est des réflexions mûries qui ont permis cette conférence nationale, et c'est heureux que le président Kérékou ait également accepté le dialogue, qu'il ait accepté. Il est vrai, il y avait les contraintes de l'époque, mais il s'est engagé à respecter les décisions de la Cour, de la conférence nationale, ce qu'il a eu à faire. Il y a un élément que nous avions inclus dans la Constitution à l'initiative du père de la Constitution, Maurice Ahonzé Ouglélé, qui est la Cour constitutionnelle. Il avait tenté déjà de l'inscrire dans la Constitution de 1969, du temps du président Zinsou, pour avoir une Cour constitutionnelle, puisque nous avions toujours une chambre constitutionnelle qui n'avait jamais été fonctionnelle, pour essayer de régler les litiges qui peuvent intervenir entre les acteurs politiques. Parce que avant cette institution, dès qu'il y avait une tension avec les acteurs politiques, c'était l'armée qui servait d'arbitre, puisque chaque acteur politique allait solliciter ses relations dans l'armée, qui essaie de trancher le litige, en prenant le pouvoir et en le confisquant. En le confisquant,
comme l'a reconnu le ministre de l'Intérieur, Ao Philippe, du président du général Soglo, en décembre 65, à Porto Novo, quand il a eu à dire que le pouvoir est comme le sein d'une femme, en Fongbe, hein, quand on se met à le têter, il est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Ce qui fait que quand les militaires arrivent au pouvoir, ils ont du mal à le lâcher. Voilà, ils se portent candidats pour aller aux élections, pour se faire reconduire à la tête du pays. Je crois que ça a été une bonne décision d'avoir cet arbitre qui garantit le respect de la Constitution, des droits fondamentaux, des libertés publiques et qui régule le fonctionnement des institutions et les activités des pouvoirs publics. Et la Cour, en tout cas les premières mandatures, ont donné l'exemple de l'impartialité qu'on attend d'une telle juridiction pour garantir sa légitimité, pour garantir la légitimité de ces décisions. Je donne l'exemple simplement de la première mandature. On trouvera les mêmes exemples dans les différentes mandatures à des degrés différents. En 93, à l'approche des élections législatives de 95 et des élections législatives présidentielles de 96, j'étais au gouvernement, hein, le ministre de l'Intérieur étant Guégan. L'opposition qui était majoritaire au Parlement a pensé que si les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur, comme c'est de tradition, en France, tradition dont nous avons hérité, il se peut qu'il y ait des manipulations. Ils ont créé donc une commission électorale nationale autonome pour les élections. Le président Soglo a demandé une deuxième lecture à l'Assemblée qui a confirmé cette création. Le président Soglo a saisi la Cour constitutionnelle, comme le prévoit la Constitution avant la promulgation de la loi. Elle n'était pas d'accord non plus que le ministère de l'Intérieur soit dépouillé de cette attribution traditionnelle en matière d'organisation des élections. La Cour a dit que le droit de vote participe des libertés publiques. Et que le fait d'avoir une autorité administrative indépendante et du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif pour organiser les élections donne plus de crédibilité, de confiance aux acteurs politiques et que c'est un domaine qui relève aussi de la compétence du pouvoir législatif. Donc, le président Soglo a été débouté. Je voudrais dire que c'est pas partout où, en Afrique, où, quand le ministre de l'Intérieur gagne les élections, le pouvoir gagne sur les élections. Même si le président Yadema avait l'habitude de dire, le plus important, ce n'est pas celui qui met le bulletin dans l'urne, mais c'est celui qui compte et publie les résultats. Je rappelle que le président Abdou Diouf a été battu face à Ouad. Les élections avaient été organisées par ce ministre de l'Intérieur, Cissé. Et pourtant, il a été battu. Donc, il y a des pays où la tradition est respectée. En 95, à l'approche des élections présidentielles, l'opposition toujours majoritaire au Parlement, pour écarter le président Soglo de la compétition, a voté une loi sur les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Il n'y avait pas de code électoral avant, c'était les lois particulières sur l'élection du président de la République, comme il y avait les lois sur l'élection sur les élections législatives, ainsi de suite, les règles générales sur les élections législatives. Et a dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, lorsqu'on est détenteur de plusieurs nationalités, il faut apporter la preuve de la renonciation à ces autres nationalités avant d'être candidat. Évidemment, tout le monde savait que le président Soglo avait la nationalité française. Il était visé parce que c'est pas la veille qu'on va demander à la France de vous retirer votre nationalité, c'est tout un processus. Je vois que pendant 6 mois, il doit y avoir une enquête pour savoir si vous n'avez pas d'arrêt d'impôt, ainsi de suite. Ça prend du temps.
Ce qui veut dire qu'il n'aurait pas été en mesure de prouver qu'il a renoncé à la nationalité française. La Cour a été saisie pour la promulgation de cette loi en contestant cette disposition. La Cour a rappelé que l'article 44 de la Constitution a dit que pour être candidat, il faut être de nationalité béninoise, de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans. Nulle part, il n'est écrit qu'il faut avoir renoncé à ces autres nationalités à en apporter la preuve. Vous avez encore avec d'autres mandatures des cas similaires qui prouvent l'impartialité de la juridiction, même quand quelquefois il y a des interprétations fantaisistes pour pouvoir discréditer ou déstabiliser telle ou telle juridiction. Donc, nous avons trouvé une juridiction qui est devenue un arbitre des conflits ou des contradictions entre des acteurs politiques pour que ces contradictions ne puissent plus être réglées par la force, mais par le dialogue et par les règles de droit auxquelles nous avons adhéré, puisque notre Constitution bénéficie d'une certaine légalité et d'une certaine légitimité, puisque ça a été adopté par référendum. Il y a eu un consensus, et c'est ce consensus qui est le pacte fondateur de l'État. Une des avancées aussi, c'est de préciser, ça a été débattu à la Conférence nationale, ça a été inscrit dans la Constitution, que lorsqu'un militaire veut être candidat à l'élection présidentielle, il ne donne pas de mise en disponibilité. Il donne sa démission de l'armée. Parce que le militaire, quand les élections ne sont pas favorables, il peut toujours solliciter la troupe pour faire bouger les lignes. Or, il faut éviter l'arbitrage par les armes. Il faut que ce soit le choix libre des citoyens qui garantisse ceci. Et nous avons continué dans cette tradition. Pour éviter les fraudes, on a décidé d'avoir un bulletin unique. On a décidé, le code électoral à un moment donné a décidé que le Parlement envoie dans chaque bureau de vote deux délégués. L'un désigné par la majorité parlementaire, l'autre désigné par l'opposition parlementaire. Et la Cour constitutionnelle a eu la possibilité, comme elle doit veiller à la régularité des élections et statuer sur les irrégularités qu'elle aurait pu constater par elle-même, elle se déploie dans tous les bureaux de vote pour les élections en ayant au moins 2 délégués dans chaque bureau de vote. L'État l'a accompagné, leur a donné les moyens, comme aussi des partenaires au développement aussi ont financé cette participation. Ce sont autant de mécanismes qui ont permis d'avoir des élections crédibles pour préserver la paix. Je pense que cette logique doit continuer à nous inspirer, en nous disant qu'il y a une vie après le pouvoir. Et nous avons, de mon point de vue, 2 avancées dans cette logique. C'est le statut des anciens présidents de la République, qui leur garantit une vie décente, une sécurité, un respect, la prise en charge de leur santé, de son épouse, de son conjoint et de ses enfants jusqu'à 25 ans. Et je crois que même quand il n'a pas un logement à Cotonou, la loi prévoit qu'on lui donne un logement. Ce qui fait que, et après le pouvoir, il y a au moins une vie décente qui est garantie au président de la République pour que la perte de ses avantages ne le pousse à vouloir s'accrocher éternellement au pouvoir. Nous avons aussi un statut de l'opposition qui n'existe pas dans tous les pays africains, qui précise qu'il y a un dialogue. Le chef de l'État consulte, en cas de nécessité, le leader de l'opposition sur des questions d'intérêt général. Il y a le financement des partis politiques, mais malheureusement, les partis politiques animent la vie politique, mais là ça n'est pas mis dans la Constitution tout au moins sur l'éducation de leurs citoyens, pour qu'ils puissent s'approprier les règles de fonctionnement de la démocratie et des exigences de l'état de droit. Parce qu'aller aux élections, c'est pas se bagarrer, c'est des débats d'idées. Et ces débats d'idées, on doit pouvoir le faire à tout moment pour permettre aux citoyens d'avoir un éclairage avant de faire son choix dans l'urne. Puisqu'il est là pour désigner celui qui va travailler pour son bien-être, pour un temps donné. Et vous avez pu constater que pour éviter un monopole par l'État des moyens de communication, il a été prévu la création d'une haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Et vous vous souvenez que du temps du premier président de la RAC, René Dossa,
chaque mois, on faisait le point du temps d'antenne occupé et par le pouvoir et par l'opposition. Le président de la République, quand il intervient en tant que chef de l'État, n'est pas contrôlé. Mais quand il intervient en tant que chef de parti, s'il a fait 1 heure, par exemple, sur tout le mois, que le chef de l'opposition n'a fait que 45 minutes, on lui donne 15 minutes pour rattraper. Si l'opposition a fait 50 minutes d'occupation de temps d'antenne pour les médias du service public et que la majorité, la mouvance présidentielle n'a fait que 40 minutes, on lui donne 10 minutes pour rattraper, pour qu'il y ait un certain équilibre. Parce que ces médias fonctionnent avec le contribuable de l'ensemble des citoyens et ne pas simplement des militants de l'opposition ou les militants de la mouvance pour montrer que c'est un moyen de communication pour l'ensemble des citoyens, d'où le financement public de ces moyens. Maintenant, les partis peuvent avoir leurs médias. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas ne pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas insulter et les gens, ils ne peuvent pas inviter à la violence, mais ils peuvent communiquer et là-dessus. L'opposition peut le faire, la majorité peut le faire. Mais lorsqu'il s'agit de médias publics, cette règle était respectée. C'est pour cela que la RAC a été instaurée. C'était l'esprit qui nous a permis de trouver un consensus et de préserver la paix depuis 35 ans bientôt, ce qui n'avait pas été le cas pendant les 30 premières années de notre indépendance, de 1960 à 1990. Alors, lorsque vous regardez aujourd'hui, ceux qui cherchent à battre en brèche la conférence nationale, les conclusions issues de cette conférence nationale, vous qui avez été acteur, qu'est-ce que cela vous fait quand vous entendez des gens tenir un certain nombre de propos? Vous savez, aucune vérité pour moi n'est absolue. Que des gens veuillent battre les propositions en brèche, je les écoute pour voir ce qu'il y a de fondé là-dedans. Il se peut que nous ayons commis des erreurs. On peut alors tenir compte de leurs propositions. Mais quand ils n'ont pas les informations utiles ou leurs propositions ne permettent pas d'obtenir la paix, même si je suis à la retraite politique aujourd'hui, en tant que membre du président de la Conférence nationale et en tant que constitutionnaliste, je me sens dans la nécessité d'apporter un éclairage sans entrer dans la mise en œuvre de cet éclairage. Il appartient aux citoyens, aux acteurs d'aujourd'hui de se l'approprier pour voir leur pertinence et pour voir ce qu'il faut faire. Je ne peux pas dire que tout ce que nous avions fait est absolu. D'ailleurs, dans une constitution, il est toujours prévu la révision de la constitution. Il est toujours prévu l'interprétation de la constitution par la Cour constitutionnelle. Lorsque il y a une ambiguïté, c'est la Cour qui va interpréter cette ambiguïté. Et par conséquent, la révision permet de corriger les dysfonctionnements révélés par le fonctionnement des institutions et mises en place. Mais la Constitution dit, en matière de révision, il y a des points qui ne peuvent pas faire objet de révision. Quand vous prenez notre Constitution, par exemple, la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peut pas faire objet de révision. On peut tout réviser sauf ça. Mais la loi, lors du vote du contrôle de constitutionnalité de la loi organique sur le référendum, je crois en 2011 ou en 2009, la Cour a ajouté, en plus de la forme républicaine de la laïcité de l'État, la Cour a ajouté la limitation à 2 du nombre des mandats, l'âge de 40 ans au moins et de 70 ans au plus pour être candidat à l'élection présidentielle, la forme, la nature présidentielle du régime. Et si vous avez fait attention, ces différentes questions ont fait objet de débats à la Conférence nationale, de débats pendant la vulgarisation de l'avant-projet de constitution élaboré par la Commission constitutionnelle, présidée par Anzo Glele, dont j'ai été membre avec Dossou Robert et d'autres personnes. Et comme nous n'étions pas arrivés d'accord sur certains points, après avoir fait la vulgarisation,
c'est 3 bulletins qui ont été proposés pour le référendum. Je crois le bulletin blanc, pour ceux qui sont d'accord avec la constitution à l'État, à savoir le régime présidentiel, la limitation du mandat et l'âge de 40 ans au moins et de 70 ans au plus. Pour ceux qui sont contre la limitation d'âge, donc on saute le verrou, c'est le bulletin vert. Ceux qui sont pour le régime semi-présidentiel, à savoir la nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, c'était le bulletin rouge. Je crois que le bulletin blanc a eu plus de 86% des suffrages. Le rouge peut-être 12 pour 10% ou 4%. Et le vert 6 ou je ne suis plus sûr des chiffres. Ce qui fait que dans notre constitution, on dit le président, le chef de l'État est le président de la République, chef du gouvernement. Et quand pour la première fois avec le président Kérékou, Oumbedi a été nommé Premier ministre en 96, que la Cour a été saisie, la Cour a dit c'est un titre. Il n'est pas chef du gouvernement, puisque la Constitution dit que le chef du gouvernement est le Premier ministre. Généralement, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Ce qui fait que quand je me bats, quand certains disent que la Constitution du Bénin est une copie de la Constitution française. Or, en France, vous avez le président de la République, qui est le chef de l'État, et vous avez le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Alors qu'ici, c'est le président de la République, qui est aussi le chef du gouvernement. Au Bénin, nous avons prévu une limite d'âge, nous avons prévu une limitation des mandats. La France n'a prévu la limitation des mandats qu'en 2008. Il n'y a pas de limite d'âge, puisque Macron a été élu à 39 ans, président de la République. Quand je prends la Constitution française, c'est notre Assemblée qui est maîtresse de son ordre du jour. En France, dans la Constitution, prévoit que l'ordre du jour prioritaire est celui du gouvernement. Donc l'ordre du jour est soumis à la pression du gouvernement qui indique ses points prioritaires. C'est après en avoir débattu cela qu'on pourrait discuter des préoccupations du gouvernement. En France, vous avez la motion de censure et vous avez la dissolution du Parlement. Au Bénin, nous n'avons pas la motion de censure, le gouvernement ne peut pas être renversé par le Parlement et le chef de l'État ne peut pas dissoudre le Parlement. Tous ces éléments sont tirés de notre passé et de notre histoire. Mais quand on ne connaît pas la constitution béninoise, on dit, ah oui, c'est une copie de la constitution française. Je voudrais rappeler que le mandat au Bénin, en 90, est de 5 ans. Je crois que c'est en 2000, avec le président Chirac, que le mandat du président de la République est passé de 7 ans à 5 ans. Donc, on ne peut pas dire que c'est nous qui avons copié les Français. Et en 2008 également, les citoyens français, à travers la question prioritaire de constitutionnalité, peuvent saisir la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, mais lorsqu'ils saisissent le Conseil constitutionnel, cette saisine passe par l'arbitrage, selon la nature du dossier, soit au Conseil d'État, soit à la Cour de cassation, qui le confirme avant transmission au Conseil constitutionnel. Au Bénin, dès l'article 3 sur la souveraineté, il a dit que tout citoyen est habilité à saisir les lois, les règlements, les actes contraires, qu'il estime contraires à la Constitution. Et l'article 121 ou 122 précise également qu'il le fait de façon directe, c'est-à-dire même s'il n'a pas un intérêt à agir, soit il le fait lorsqu'on veut lui appliquer au cours d'un procès ce qu'on a appelé l'exception d'inconstitutionnalité, lorsqu'au cours d'un procès, on veut lui appliquer une loi qu'il estime contraire à la Constitution, puisque la Cour a été installée en 93, de 1960, il y a des lois qui ont été votées et qui sont toujours en application, mais qui n'ont pas fait de contrôle de constitutionnalité. Si dans un procès, on veut lui appliquer une loi de 1962, par exemple, s'il estime que cette loi est contraire à la Constitution d'aujourd'hui, il saisit la Cour qui peut dire cette loi est contraire à la Constitution. Donc voilà autant d'éléments qui permettent de dire que la Constitution du Bénin n'est pas la copie de la Constitution française, même si le droit constitutionnel est une science, même si on peut retrouver des règles communes. Quand vous allez au Nigeria, quand vous allez en France,
que vous êtes en circulation, il y a le code de la route. Quand le feu est rouge, vous arrêtez. Quand il est vert, vous pouvez passer. C'est parce que vous l'avez fait au Bénin que vous copiez. Et la France, en Grande-Bretagne, par exemple, on ne circule pas à droite. Ça, la circulation est à gauche. Les Nigériens ne le font pas. Mais quand le feu est rouge, ils s'arrêtent. Donc il y a des règles communes qu'on peut retrouver. Alors, lorsque vous regardez du haut de votre âge aujourd'hui, quand vous regardez votre parcours, est-ce que vous avez des regrets? Ah, écoutez, je peux avoir commis des erreurs dans ma vie. Personne ne peut dire qu'il n'a pas commis d'erreurs. Je n'ai pas de regrets. J'ai toujours assumé mes choix. J'ai décidé de rentrer au Bénin après mes études parce que j'ai bénéficié d'une bourse pour faire mes études secondaires, mes études supérieures. C'est le contribuable béninois qui m'a permis d'avoir cette opportunité, même si mes parents m'ont envoyé à l'école primaire dans des écoles catholiques et à leurs frais. J'ai fait ma thèse sur le régime militaire. Il y a un chapitre qui a été intitulé « Le socialisme du verbe ». Et les membres du jury avaient craint pour ma vie si je devais rentrer au pays. Je suis rentré, il y a eu grève à l'université. Azure, au champ de foi, m'a menacé avec mon collègue et ami Noudjanoumé Philippe. Azure et moi, nous sommes devenus des amis très, très liés. Nous sommes d'ailleurs, même si on ne se voit plus comme avant. On m'a proposé la nationalité française quand j'étais en France. J'ai refusé. Quand je devais rentrer au Bénin, c'était le service patriotique. Il fallait gagner 20 000 francs. Et pourtant, j'ai accepté de devenir. Et j'ai eu la chance. L'État n'ayant plus les moyens, on nous a pu envoyer faire le service patriotique et militaire. Donc j'ai eu mon salaire normal. Il est vrai, c'est avec rappel. Puisqu'à l'époque, il fallait attendre au moins 10 mois avant de commencer à toucher son salaire. Je crois avoir rendu à mon pays l'investissement qui a été fait pour ma formation. Et en cela, je peux avoir commis des erreurs parce que nul ne peut dire que tous les actes qui posent sont des actes sans faute. Ben, je suis prêt à accepter les critiques. Ça me permet moi-même d'évoluer et d'aller de l'avant, de ne pas rester figé sur mes positions. D'où mon respect pour l'écoute des autres et mon échange aussi avec les autres, mais dans le respect des fonctions de chacun. Je ne ferai pas un débat contradictoire avec un chef d'État. Par exemple, on ne le sait pas souvent, mais je peux le dire aujourd'hui, en conseil des ministres, il m'arrive de ne pas être d'accord avec le président Soglo, mais je m'étais. Il connaît, c'est un code entre nous. Dès que je m'étais, il sait que je ne suis pas d'accord, et comme il m'honore de son amitié, après le conseil m'appelle, alors qu'est-ce qui ne va pas? Je lui donne mon point de vue. Lui, il est chef de l'État. Il a des informations grâce au service de renseignement, grâce aux diverses informations que moi je n'ai pas. Bien sûr. Et ces informations peuvent m'amener à comprendre que c'est moi qui suis dans l'erreur et je le reconnais. Mais quelquefois, mon analyse le convainc. Il se l'approprie et il met ça en œuvre comme son idée. Mais je ne vais pas dire que c'est mon idée. C'est son idée, puis c'est lui qui peut mettre ça en œuvre. Absolument. Si je dis que c'est mon idée, est-ce que je peux mettre ça en œuvre? Mais je me réjouis au moins que cela puisse être fait. D'où l'utilité du dialogue. Écouter l'autre. Parce que nous ne pouvons dire qu'il a toujours raison et raison sur tout. Non, nous ne le connaissons pas et pas tout, malheureusement. D'abord, avant tout propos, je voudrais dire merci à cette icône pour s'être prêtée à cet exercice. Puisque, vu la situation politique actuelle du pays, où chaque sortie qui n'applaudit pas le président de la République, qui ne chante pas ses éloges, qui ne dit pas que tout ce qu'il fait est bon, est systématiquement suivi d'un déchaînement de la délinquance politique à vos trousses, il n'est plus facile de sortir publiquement pour se prononcer sur l'état de la démocratie au Bénin aujourd'hui. Le professeur Ousmane Batoko a été insulté après sa sortie. La même chose pour Maître Adrien Humbedi et beaucoup d'autres. Donc, dans ces conditions, vu que certains ont encore dans la République le courage de prendre la parole publiquement pour dire ces vérités, il faut vraiment lui dire merci. Longue vie à vous, papa. Alors, comme je l'ai promis, je vais conclure en donnant mes impressions. Cet entretien avec M. Théodore Olo nous permet de prendre du recul sur l'histoire récente de notre pays et de comprendre les fondements de la démocratie béninoise, bâtie sur le dialogue, la réconciliation et l'inclusivité. Si des imperfections existent, comme il le dit lui-même, puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, au lieu de qualifier ce passé de honteux, de vouloir l'effacer de la mémoire collective,
il est essentiel de s'asseoir ensemble pour voir ce qu'il faut pas faire pour notre évolution. Il est essentiel d'éviter les exclusions et frustrations, car ce sont les valeurs de respect mutuel et de liberté d'expression qui assurent la pérennité de notre système démocratique. Grâce à des personnalités comme M. Olo, nous saisissons mieux l'importance de l'alternance politique, de la liberté des médias et surtout de l'unité nationale pour garantir un avenir prospère à notre nation le Bénin. Ce n'est pas en oubliant le passé que l'on construit l'avenir, mais en tirant de ces leçons pour éclairer notre avenir. C'est pourquoi chez nous on dit « Cette citation souligne l'importance de regarder en arrière pour mieux avancer. Elle fait écho à l'idée de M. Théodore Olo, qui rappelle que même si le parcours démocratique du Bénin a ses imperfections, il est essentiel de s'en inspirer pour bâtir un avenir meilleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu. Partagez vos opinions avec moi dans les commentaires. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.